21 mai 2025, un convoi blindé traverse Ouagadougou et rompt la routine. Environ 6 milliards de francs CFA en blindés, drones et communications modernes marquent un seuil opérationnel et psychologique assumé. Que change cette bascule concrète pour la sécurité sous Ibrahim Traoré? Elle promet de mieux voir, mieux décider et mieux durer face aux embuscades, tout en posant déjà une question centrale sur l'autonomie réelle, le coût politique futur et la capacité à tenir cet équilibre lorsque la tension retombe dans la vie ordinaire, loin des images du convoi et des discours officiels. Ce récit s'engage sur une promesse simple et vérifiable: partir d'un fait précis, puis suivre ses effets en chaîne sans extrapoler au-delà de ce que les éléments disponibles permettent d'affirmer. L'intérêt pour le public est direct: comprendre ce que cette bascule change concrètement, ici et maintenant, plutôt que d'additionner des slogans ou des positions de principe abstraites. Le bénéfice attendu peut se résumer ainsi: mieux protéger, mieux décider, mieux durer. Les enjeux se déploient sur trois plans étroitement imbriqués. D'abord, la sécurité consiste à réduire la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés, raccourcir le délai entre un signal et une décision, limiter l'effet de surprise. Ensuite, l'autonomie politique renvoie au fait de le choix affiché de refuser une aide conditionnelle et de diversifier les partenariats pose une question de cohérence entre discours et contraintes réelles sous Ibrahim Traoré. Enfin, la vie ordinaire rappelle que la fierté visible lors du passage du convoi coexiste avec une peur héritée d'années d'insécurité, et cette tension pèse sur les attentes quotidiennes. Un micro-enjeu traverse l'ensemble. Si la capacité augmente, l'exigence de résultats devient plus forte. Environ 6 milliards de francs CFA livrés en une seule journée, le 21 mai 2025. Cette donnée précède les slogans et sert de repère net pour installer un avant-après assumé. En entrant à Ouagadougou ce jour-là, le convoi ne signale pas une aide ordinaire, mais une décision concentrée, visible, pensée comme un seuil plutôt que comme une addition graduelle de moyens. Avant cette taille, le récit décrit une posture contrainte. Les axes exposés imposaient un rythme dicté par l'adversaire. Les embuscades et les engins explosifs improvisés créaient l'effet de surprise et la détection restait souvent tardive. La réaction dominait l'anticipation, avec des outils jugés insuffisants pour voir loin, transmettre vite et coordonner sans rupture. Après le 21 mai 2025, la logique change de registre. Blindés, drones et communications modernes sont présentés comme un système, non comme des pièces isolées, visant à réduire le délai entre un signal faible et une décision opérationnelle. La mini-révélation tient dans ce glissement discret mais structurant. La promesse n'est pas la puissance brute ni l'invulnérabilité, mais la compression du temps, voire plutôt parler sans coupure, décider avec moins d'hésitation. Ce raccourcissement, répété à plusieurs niveaux, est décrit comme cumulatif. Il n'efface pas le risque, mais il en réduit la part aléatoire, surtout sur des routes où l'incertitude paralysait souvent l'action. Ce cadre permet d'introduire la dimension politique sans la surcharger. Sous Ibrahim Traoré, l'événement devient un marqueur de cohérence affiché entre discours d'autonomie et choix visibles. Refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats n'est pas présenté comme une rupture idéologique, mais comme une tentative de reprendre l'initiative dans un environnement asymétrique. La question ouverte se précise alors: si le temps de décision diminue réellement, cette bascule peut-elle produire des effets durables sans déplacer la dépendance vers de nouveaux acteurs aux intérêts propres, Dans ce récit, le personnage central n'est pas une figure héroïque isolée, mais un duo fonctionnel.
D'un côté, le volontaire VDP sur le terrain, exposé à la fatigue, à l'incertitude et à la menace permanente des embuscades. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui observe, transmet et coordonne. Ensemble, ils incarnent ce que l'arrivée de blindés, de drones et de communications modernes est censée transformer, au-delà de l'image spectaculaire du convoi. Sur les axes à risque, l'effet le plus immédiat est celui de la survie. Un véhicule mieux protégé allez, ne gagne pas la guerre, mais il réduit la part d'aléatoire. La protection accrue contre mines et attaques permet d'avancer, d'évacuer ou de tenir une position plus longtemps, là où la vulnérabilité imposait auparavant l'arrêt ou le détour. Ce gain est décrit comme modeste, mais décisif dans un environnement d'asymétrique. Vient ensuite la réactivité. La surveillance aérienne et la transmission fluidifiée raccourcissent le temps entre un signal et une décision. Le renseignement en temps réel limite les angles morts et réduit l'effet de surprise sans promettre de contrôle total. Ce progrès est présenté comme cumulatif, non spectaculaire. Enfin, un impact moins matériel apparaît, le moral. L'équipement agit comme une confiance transférée autant qu'une capacité technique. Dans le cadre politique porté par Ibrahim Traoré, cet impact précoce se résume ainsi. Reprendre partiellement l'initiative change déjà la posture. Avant le 21 mai 2025, le récit installe une séquence familière. Les déplacements se faisaient pour contrainte, les axes dangereux imposaient des détours et l'initiative restait souvent du côté de l'adversaire. Les embuscades et les engins explosifs improvisés dictaient le tempo. La défense était décrite comme fragmentée, réactive, dépendante d'alertes tardives et de communications parfois discontinues. Dans ce cadre, chaque mouvement comportait une part élevée d'imprévus, et la prudence prenait souvent la forme d'un ralentissement ou d'un renoncement. Le déclenchement intervient avec l'entrée du convoi à Ouagadougou. La scène est volontairement visible. Blindés, drones et systèmes de communication modernes sont remis en un seul ensemble aux volontaires pour la patrie. Cette concentration agit comme un signal autant que comme un outil. Elle ne se présente pas comme une aide humanitaire, mais comme un paquet de capacités pensées pour la guerre asymétrique. Le message est clair. Il s'agit de protéger, de voir et de coordonner plutôt que de frapper plus fort. Cette décision marque un avant-après assumé. Le point culminant se construit par superposition. Les blindés répondent d'abord à une menace précise, celle des mines et des embuscades sur les axes exposés. Ils fonctionnent comme un bouclier, réduisant la vulnérabilité immédiate et permettant la continuité des déplacements. Les drones ajoutent ensuite une profondeur nouvelle. Ils élargissent le champ d'observation, détectent plus tôt et produisent du renseignement en temps réel. Enfin, les communications modernisées ferment la boucle. Elles relient les unités, fluidifient la chaîne de commandement et raccourcissent le délai entre information et décision. La rupture promise n'est pas l'invulnérabilité, mais le passage d'une réaction tardive à une anticipation recherchée. Autour de ce cœur technique, la séquence prend une dimension politique. Le convoi devient un message adressé à l'extérieur. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso affirme refuser une aide assortie de conditions et choisir de diversifier ses partenariats. Cette orientation est présenté comme un acte d'autodétermination, transformé en geste visible plutôt qu'en déclaration abstraite. Elle inscrit la modernisation militaire dans une trajectoire plus large, où sécurité et autonomie sont liées. Les répliques apparaissent alors. Le récit introduit une tension stratégique. Les partenaires évoqués ont leurs propres intérêts.
et la question du long terme s'impose rapidement. Comment renforcer la défense sans déplacer la dépendance? Comment assumer la visibilité internationale sans provoquer des réactions plus dures? À ce stade, la chaîne d'événements cesse d'être linéaire. Elle devient un test où capacité militaire, cohérence politique et coûts futurs se croisent sur une même ligne de temps. Avant le tournant, la situation est décrite comme diffuse et peu lisible. Les ressources existaient, mais elles étaient dispersées, fragmentées et rarement perçues comme un ensemble cohérent. La détection restait souvent tardive, la coordination inégale, et le temps entre un signal et une décision s'allongeait. Après le 21 mai 2025, le récit propose un delta clair, construit autour de trois mesures simples, volontairement limitées, mais suffisantes pour installer un avant-après crédible. D'abord, il y a le montant, environ 6 milliards de francs CFA livrés en une seule journée. Le texte ne compare pas cette somme à un budget annuel ni à une moyenne passée. Il insiste sur l'effet de seuil. Une masse d'équipements concentrée en un point, visible, identifiable, produit une rupture psychologique autant qu'opérationnelle. Avant, l'aide apparaissait morcelée et diluée. Après, elle devient un bloc interprété comme une déclaration stratégique. La donnée chiffrée ne prouve pas une victoire, mais elle modifie la perception collective de la capacité d'agir. Ensuite, il y a la date. Le 21 mai 2025 fonctionne comme un repère temporel structurant. Avant cette date, la posture est décrite comme majoritairement réactive, contrainte par des outils limités et une anticipation incomplète. Après, blindés, drones et communication moderne sont intégrés dans une logique de système. La datation fixe une frontière narrative nette entre vulnérabilité perçue et initiative recherchée. Elle permet de lire les effets non pas comme une accumulation progressive, mais comme un basculement assumé. Enfin, il y a la fonction. Aucune surface surveillée, aucune autonomie de vol, aucun pourcentage de couverture n'est avancé. Le texte privilégie un indicateur fonctionnel, le renseignement en temps réel. Les drones sont décrits comme capables d'observer de vastes zones et de produire une information continue. Le delta se lit ainsi: auparavant, la détection était tardive et fragmentée. Désormais, elle devient plus régulière, ce qui réduit le temps mort entre signal et décision. La valeur n'est pas dans un chiffre précis, mais dans la compression du délai. À partir de ces trois points, le récit reconstitue une transition cohérente. Avant, véhicule vulnérable aux mines, communication discontinue, mobilité limitée, doctrine essentiellement réactive. Après, blindé offrant une meilleure protection, drone assurant une veille aérienne, réseau modernisé reliant les unités, décisions ajustées plus rapidement. Le changement n'est pas présenté comme une simple addition de moyens, mais comme un couplage entre protection, vision et coordination. Trois effets concrets se dégagent alors. Le premier concerne la survie. La protection accrue réduit l'exposition immédiate aux engins explosifs improvisés. Le deuxième concerne la réactivité. La surveillance aérienne diminue le temps entre détection et action. Le troisième concerne la cohérence. Les communications fluidifiées limitent les erreurs et l'effet de surprise. Chaque effet est expliqué en une phrase sans promesse d'invulnérabilité. Dans cette lecture sobre, le rôle politique d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane. Les données chiffrées et fonctionnelles servent moins à produire des statistiques qu'à soutenir un argument de souveraineté affiché. La question demeure ouverte. Ces gradients suffisent-ils à ancrer durablement une posture plus anticipatrice sans créer de nouvelles contraintes? Les partisans de cette bascule avancent d'abord un argument opérationnel cohérent.
Moderniser vite et de manière visible réduirait la vulnérabilité face aux embuscades et aux engins explosifs improvisés. Les blindés sont décrits comme une protection immédiate sur les axes à risque, permettant de maintenir les déplacements et les évacuations. Les drones agissent comme un multiplicateur de surveillance en élargissant le champ d'observation et en détectant plus tôt. Les communications modernisées assurent la continuité entre information et décision. Dans cette lecture, l'effet n'est pas spectaculaire mais cumulatif. Moins d'angles morts, des arbitrages plus rapides et une capacité accrue à reprendre localement l'initiative. La logique interne est claire. Réduire l'imprévu, même partiellement, change déjà la posture. Un second argument, tout aussi central, est politique. Refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats redonnerait une marge de décision plus concrète qu'un discours abstrait. Le convoi devient alors un signal adressé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il suggère que l'État ne se contente plus d'attendre une assistance fragmentée, mais qu'il choisit ses appuis et assume la visibilité de ce choix. Pour les défenseurs de cette ligne, cette cohérence entre discours et actes constitue en soi un gain stratégique, indépendamment des résultats immédiats sur le terrain. Les critiques peuvent cependant être formulées avec la même rigueur. Un premier point concerne le déplacement de la dépendance. Remplacer des appuis occidentaux par des partenariats russes ou chinois peut changer de tuteur sans supprimer la contrainte. Le récit reconnaît que ces partenaires poursuivent leurs propres intérêts stratégiques et que l'absence de conditions affichées n'équivaut pas à une neutralité durable. Un second point porte sur les réactions extérieures. Une reconfiguration rapide peut provoquer des avertissements, des pressions, voire des sanctions au moment même où l'État investit massivement dans sa défense. Le gain sécuritaire potentiel pourrait alors s'accompagner d'un coût économique et diplomatique réel. La réponse la plus fidèle au texte n'est pas de trancher, mais de poser une condition. L'autonomie militaire n'est un progrès que si elle s'accompagne d'un contrôle interne solide, maintenance, formation, financement et capacité de décision préservée. La diversification n'a de valeur que si elle reste maîtrisée. Autrement dit, renforcer la défense ne suffit pas si l'appui extérieur finit par dicter la trajectoire. À mi-parcours, le récit déplace clairement le centre de gravité. Il ne s'agit plus seulement de savoir si les blindés protègent mieux ou si les drones voient plus loin, mais de comprendre ce que cette montée en capacité change dans la structure même des choix. Les équipements comptent parce qu'ils obligent à coordonner, à décider plus vite et à assumer publiquement une ligne cohérente. La bascule n'est donc pas d'abord matérielle. Elle est dans la manière d'articuler information, arbitrage et exécution. Cette révélation reconfigure la lecture précédente. La question n'est plus avons-nous plus de moyens, mais qui tient le cadre quand les moyens arrivent? Les communications modernisées ferment la boucle entre renseignement et décision, mais elles exposent aussi la chaîne de commandement à un test permanent. Voir plus tôt n'a de sens que si l'arbitrage suit sans délai ni contradictions internes. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré revient comme charnière. Elle relie le geste militaire à une stratégie plus large, refuser une aide conditionnelle, afficher autodétermination et accepter la visibilité internationale qui en découle. Le texte suggère que cette visibilité est un prix autant qu'un levier. La révélation médiane est donc exigeante. Les équipements ouvrent un espace de décision. Ils n'en garantissent pas l'usage. Tout l'enjeu se déplace vers la capacité à tenir l'équilibre entre appui utile et influence potentielle sur la durée lorsque l'effet d'annonce s'estompe. Les effets Boschatto réels de cette bascule ne se lissent pas de manière uniforme. Ils varient selon les acteurs, leurs attentes et leurs contraintes.
Pour l'État, l'arrivée d'équipements modernes sert d'abord à reprendre l'initiative dans un environnement décrit comme asymétrique. La promesse opérationnelle reste volontairement sobre: mieux protéger, mieux voir, mieux coordonner. Les blindés réduisent le risque immédiat sur les axes exposés. Les drones déplacent le centre de gravité vers l'anticipation et les communications modernisées rendent l'exécution plus cohérente. Sous Ibrahim Traoré, cette montée en capacité est aussi utilisée comme un signal politique, celui d'un État, qui affirme vouloir décider sans aide conditionnelle. Pour les entreprises, l'impact est indirect mais central. Le texte suggère un mécanisme simple. Si la sécurité devient plus lisible, les flux gagnent en prévisibilité. Moins d'incertitude sur les routes et les zones à risque signifie davantage de continuité dans l'activité économique, donc un espace plus clair pour produire, transporter et investir. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque nouveau: des critiques, des avertissements ou des réactions extérieures plus dures peuvent compliquer l'accès à certains marchés et circuits de financement. Le gain sécuritaire potentiel s'accompagne donc d'un coût diplomatique que les acteurs économiques doivent intégrer. Pour les citoyens, les conséquences se déploient sur deux registres simultanés. D'un côté, la protection et le moral. Voir des blindés et des drones est décrit comme une restauration de fierté, l'idée que le pays se tient debout. Cette perception peut atténuer la peur diffuse qui accompagne les déplacements quotidiens. De l'autre, l'exigence de résultats devient plus forte. Si la force est affichée, l'attente d'une sécurité durable s'intensifie sans effacer la fatigue accumulée par des années d'insécurité. Pour la région enfin, l'événement s'inscrit dans une dynamique plus large. Le récit évoque un possible effet d'entraînement, un modèle d'autodétermination que d'autres pays pourraient observer. Mais il introduit aussi un dilemme. Plus l'influence de nouveaux partenaires grandit, plus l'espace régional devient un terrain de compétition stratégique. L'équilibre dépendra alors de la capacité à coopérer sans importer des rivalités extérieures. Ainsi, sous Ibrahim Traoré, la bascule crée un potentiel réel. Sa traduction concrète dépendra de la manière dont ces quatre groupes verront, dans la durée, leurs contraintes effectivement évoluer. À partir du même point de départ, un convoi visible, des capacités renforcées et une ligne d'autonomie affichée, le récit permet d'envisager trois trajectoires plausibles, sans prétendre prédire. Chacune repose sur une condition différente et éclaire un risque spécifique en restant strictement dans le périmètre des éléments disponibles. Dans une trajectoire de base, la modernisation produit des gains tactiques partiels et inégaux. Les blindés réduisent certains risques sur les axes les plus exposés. Les drones améliorent la surveillance et les communications rendent la coordination plus régulière. L'environnement demeure toutefois instable, car l'adversaire s'adapte et les contraintes logistiques persistent. Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de manière pragmatique, tandis que les critiques extérieures se maintiennent sans basculer en rupture ouverte. Si les capacités sont entretenues et intégrées sans surcharge organisationnelle, alors l'État gagne en réactivité locale sans transformer l'équilibre général. Dans une trajectoire favorable, le système décrit commence à fonctionner comme un tout cohérent. Le renseignement en temps réel réduit l'effet de surprise, les décisions sont prises plus vite et certaines zones ressentent une baisse relative de la peur, même sans pacification complète. Le moral progresse parce que protection et coordination donnent un sentiment de maîtrise. Diplomatiquement, les choix sont présentés comme une diversification plutôt qu'une rupture, ce qui limite les réactions hostiles. Si la cohérence interne tient et que l'équilibre des partenariats est préservé, alors la posture gagne en crédibilité et en continuité. Dans une trajectoire dégradée, la montée en capacité crée plus de tension que de stabilité. Les partenaires extérieurs,
porteurs d'intérêts propres, obtiennent une influence plus lourde et la dépendance se déplace. Des réactions internationales plus dures apparaissent, avertissements, pressions, possibles sanctions, compliquant l'économie et le financement. Sur le terrain, les gains existent mais sont absorbés par l'adaptation adverse. Si l'appui extérieur commence à dicter le cadre, alors l'autonomie proclamée se fragilise et l'effet de seuil s'érode. Une recommandation traverse ces trajectoires, raisonner en conditions plutôt qu'en promesses. Les outils ouvrent des options, ils n'en garantissent pas l'issue. La trajectoire dépendra moins de l'arrivée d'équipements que de la capacité à garder la main sur les choix, à maintenir la cohérence organisationnelle et à absorber les coûts politiques associés. Cette séquence ramène la discussion à ce qui touche directement le public, sans slogan ni abstraction. Pour un premier groupe, celui qui attend avant tout davantage de sécurité, la question est concrète et immédiate. Les routes deviennent-elles moins dangereuses? Les déplacements sont-ils plus prévisibles? Le récit suggère que la protection accrue des véhicules et une meilleure coordination peuvent réduire certains risques immédiats, notamment sur les axes exposés. Mais il rappelle aussi que l'adversaire s'adapte. L'amélioration, si elle existe, devra être tenue dans le temps, entretenue et organisée pour ne pas se dissiper après l'effet d'annonce. Un deuxième groupe regarde la situation sous l'angle des dépendances. Refuser une aide conditionnelle peut élargir une marge de décision, mais un nouveau partenariat peut aussi peser autrement. La question devient alors moins idéologique que pratique. Les choix extérieurs renforcent-ils réellement la capacité à décider ou déplacent-ils simplement la contrainte? Sous Ibrahim Traoré, cette interrogation prend un poids particulier car ses effets ne se limitent pas à la défense. Ils se répercutent sur l'économie, les services publics et la stabilité intérieure, là où les arbitrages budgétaires et diplomatiques deviennent visibles. Un troisième groupe cherche un sens collectif. La scène du convoi agit comme un miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de décider, de ne plus subir. Ce sentiment peut unir et redonner confiance, surtout après des années d'insécurité. Mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affiche une nouvelle force, il doit produire des résultats perceptibles, sans enfermer la société dans une logique uniquement militaire. La fierté affichée appelle une sécurité vécue. Deux pistes d'attention émergent, sans recette miracle. D'abord, observer les effets concrets plutôt que les proclamations en distinguant ce qui change réellement sur le terrain de ce qui relève du discours. Ensuite, garder une question simple en tête: les décisions prises aujourd'hui rendent-elles le quotidien plus respirable ou déplacent-elles les tensions à demain? Cette partie ne tranche pas. Elle invite à regarder, comparer et juger sur la durée là où les promesses immédiates s'épuisent vite. Une feuille de route crédible telle qu'elle se dégage du texte ne promet pas un résultat immédiat. Elle organise un test dans le temps. Elle relie sécurité opérationnelle, autonomie politique et équilibre des partenariats, sans ajouter de faits ou de faits nouveaux. Quatre étapes se dessinent, chacune lisible à travers des signes concrets plutôt que des proclamations. À court terme, la priorité est l'usage cohérent des équipements. Blindés, drones et communication doivent fonctionner comme un système intégré. Cela implique une clarification des rôles de l'opérateur au commandement ainsi que des critères simples: continuité des liaisons, cohérence des ordres, réduction des erreurs de transmission. L'objectif n'est pas l'intensité des opérations, mais leur fiabilité répétée jour après jour. Dans le même mouvement, il s'agit de raccourcir la chaîne renseignement-décision. Le texte insiste sur le temps réel, relié. Surveillance aérienne, centre de décision locaux et unités au sol doit produire un indicateur clair, moins de délai entre détection et réaction.
Si ce délai baisse durablement, la posture anticipatrice cesse d'être un slogan et devient mesurable. À moyen terme, l'enjeu est la mobilité et la survie. La protection contre mines et embuscades constitue un bénéfice attendu des blindés. Les signes à observer sont concrets: capacité à maintenir les déplacements sur les axes à risque, continuité des opérations et confiance accrue des forces et des volontaires VDP. Enfin, les partenariats doivent être encadrés. Sous Ibrahim Traoré, le critère n'est pas l'alignement, mais l'équilibre. Des accords perçus comme réversibles, la capacité à refuser des exigences incompatibles avec la souveraineté et la limitation des coûts diplomatiques conditionnent la crédibilité de l'autonomie affichée. Si les outils renforcent la décision sans capturer la politique, la trajectoire se consolide. S'ils dictent le cadre, la promesse se vide. On revient à l'image initiale, simple et parlant: une matinée ordinaire à Ouagadougou, puis un convoi qui traverse la ville et modifie l'atmosphère. Dans le récit, ce n'est pas seulement la poussière soulevée par les véhicules qui marque les esprits, mais le contraste entre les gestes quotidiens et une décision stratégique lourde de conséquences. La routine continue, tandis qu'en arrière-plan se joue un choix qui engage bien plus que l'instant. Les blindés deviennent un bouclier, les drones un regard, les communications un lien. Cette triade résume la promesse avancée: réduire l'incertitude sans prétendre l'effacer. Mais au fil des sections, le centre de gravité s'est déplacé. La question n'est plus uniquement celle de l'équipement, mais celle de la liberté de décider dans un monde de partenariats intéressés et de pressions croisées où chaque soutien comporte une contrepartie implicite. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré trouve sa place finale. Il ne fonctionne pas comme un slogan, mais comme le symbole d'un pari politique assumé: affirmer l'autodétermination tout en refusant de simplement changer de dépendance. Le texte ne célèbre pas une victoire acquise. Il décrit un seuil, un moment où la trajectoire peut se consolider ou se fragiliser, selon la cohérence tenue dans la durée. Une phrase s'impose, sobre et exigeante: l'autonomie se prouve par la durée. Ce qui comptera désormais, ce ne sont pas les images du convoi, mais la capacité à maintenir l'équilibre jour après jour lorsque l'attention médiatique retombe et que seules les décisions concrètes restent visibles. La scène finale ne cherche pas à conclure de manière définitive. Elle ouvre plutôt un espace de réflexion collective, calme et précis. Ce récit n'invite ni à l'adhésion automatique ni au rejet réflexe. Il propose un cadre pour observer, comparer et discuter, au moment où la sécurité, l'autonomie et les partenariats deviennent des sujets concrets, visibles, presque quotidiens. Le convoi, la date et les choix affichés servent de point d'ancrage pour juger dans le temps, au-delà des images et des discours. Dans cette perspective, l'enjeu dépasse un événement isolé. Il touche à une question plus large: comment renforcer une défense sans déplacer simplement la contrainte d'un acteur à un autre? Sous Ibrahim Traoré, cette interrogation n'est pas théorique. Elle se traduit par des décisions dont les effets seront mesurables sur la durée pour l'État, l'économie, les citoyens et l'environnement régional. Les critères d'évaluation restent volontairement simples: sécurité vécue, cohérence des choix, coûts acceptables et capacité à décider sans pression excessive. L'échange peut rester ouvert et informé. Quel critère doit primer à vos yeux? Les résultats immédiats sur le terrain, l'équilibre diplomatique ou la solidité économique qui permet de tenir dans le temps? Et si d'autres pays du Sahel suivaient une trajectoire comparable, cela renforcerait-il une autonomie régionale ou déplacerait-il la compétition des puissances vers de nouveaux terrains? La discussion commence là où les symboles s'arrêtent,